T'as fait du bien? Je pensais que j'allais dire c'est quoi Amélie pour moi, mais Ouais. oui, c'était vraiment bien. Le gars est con. Quoi. Ouais, c'est ça. Alors, tu dis, j'ai On a compris. compris. Le côté romantique, rêveur, Mm. dans lequel je sais faire tous ces conneries-là pour plaire à quelqu'un. Moi, j'en ai fait des dizaines comme ça dans mon adolescence. Donc, Le 21 février 2026, à 18h, 28 minutes et 32 secondes, un flocon de neige quitte un nuage de type Nimbostratus à 800 mètres d'altitude. Il pèse 3 microgrammes et il tombe à une vitesse d'1,2 mètre par seconde. Moins vite qu'une larme sur une joue froide, plus vite qu'une décision prise sans café. Il lui faudra 11 minutes pour atteindre le sol. Il ne le sait pas. Les flocons ne savent jamais. À ce même moment, dans un chalet dont le poêle à bois consomme 3 bûches de bouleau par heure, Maxime branche un micro Elgato Wave DX sur une interface Tascam. Ce soir-là, quelque chose d'inhabituel va se produire dans le petit monde du podcast québécois. Quelque chose que personne n'avait planifié, que tout le monde réclamait, et que le flocon, arrivé entre-temps sur la rampe du balcon, ne verra pas. hey, bienvenue à la guerre de podcast, épisode numéro 10 de la 3e saison, où j'ai le plaisir d'être dans un joli chalet avec mon ami Alex et mon aussi ami Maxime, qui nous accueille gentiment. J'ai gradué. Voilà, et il nous accueille gentiment dans son chalet parce que C'est pour ça que j'ai gradué. on se fait une petite sortie, ça nous fait Une du bien. retraite. Une Voilà. classe neige. Voilà. Donc, sans Oli, donc si on est moins beau, ça sonne moins bien, c'est parce qu'il n'est pas là. Il n'a pas voulu venir avec nous. On le salue. Voilà, C'est on donc le de salue. sa faute. Oui, mais on l'aime autant. Ouais. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire en fait? On va parler du fabuleux destin d'Amélie Poulain, je crois, non? Oui. Oui, c'est le film de Jean-Pierre Jeunet, 2001. Qui nous a tous marqués d'une manière ou une autre, qu'on a regardé ensemble juste avant d'enregistrer, les 2h01 minute. Moi, ça faisait un moment. Donc, j'ai bien hâte d'en parler avec vous. Avant de se lancer et te demander, Alex, c'est quoi Amélie Poulain pour toi? Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur YouTube, la guerre des podcasts, où vous pouvez voir nos vidéos. Parce qu'en chair et en os. Sinon, sur toutes les plateformes audio, on nous retrouve. Sur Instagram aussi. Vous pouvez même nous écrire sur spoilers avec un S à laguerredepodcast.com pour nous poser des questions, faire des remarques ou faire suite même au sondage que nous avons lancé où nous avons eu plein de réponses dont on va tenir compte pour la préparation de la saison 4 qui s'en vient parce qu'il ne reste plus que 2 épisodes avant des vacances méritées. Ah non, on n'aura pas de vacances, on enchaîne Quand directement. t'es pas payé, Non, c'est vrai, on n'a pas de budget pour des vacances. Non. Alex, Oui. t'as profité un peu de ce chalet, la petite marche du matin, ça t'a fait du bien? Je pensais que j'allais dire c'est quoi Amélie pour moi, mais Ouais. oui, c'était vraiment bien. Là, ça sent le bacon. On a fait un dégât de bacon. On a acheté le bacon le plus gras, je pense, de l'histoire. C'était, Ouais. c'était très gaulois comme Ouais. repas. Fait que là, ça sent. Si on était en odorama, on dirait tabarnouche, ça va les boys. Ça sent le bacon. Mais oui, la marche, ça fait du bien. Ouais. Mais elle était avant le bacon. Fait que, en Ouais. tout cas, c'est tout mélangé, notre affaire. Ouais. Et toi, comment ça va aujourd'hui? Super bien. Ouais. Très heureux de vous accueillir dans notre chalet. Ouais. J'aime ça faire ces petites retraites-là où on planifie notre saison prochaine, où Ouais. on Où je m'endors au milieu d'une Tu t'endors, conversation ouais. tard le Comme soir. celle-ci en ce Ouais, moment. ouais, c'est ça. Juste vous dire, hier, on discutait les trois et tout soudainement, Garcia, il commençait à s'endormir devant nos yeux. Et là, on a fait un long silence. Puis à un moment donné, il a juste levé les yeux. Puis il a dit « Ah putain, vous êtes chiant. Ça sortit du cœur. Bon, Alex, Oui. le fabuleux destin d'Amélie Poulain. » C'est quoi pour c'est toi? le 25e anniversaire cette année. Ouais. Je pense qu'on s'en souvient tous. Pour moi, ça a commencé, et comme pour plusieurs, par la musique. C'est rentré la trame sonore de Yann Tiersen qui est arrivé dans nos vies comme une claque d'en face. On a d'abord tout trouvé ça beau, mais là, soudainement, c'était « T'as pas vu ça, t'as pas entendu ça ». C'est comme un phénomène viral, cette musique qui jouait partout, et on aura l'occasion d'en reparler, qui a influencé beaucoup de mouvements publicitaires, entre autres. Mais
Moi, je me souviens, j'ai eu du FOMO. Qu'est-ce que ce film? Ma mère avait acheté la trame sonore. Il fallait que j'aille le voir. Et je suis allé le voir, puis j'ai découvert, un peu comme quand on est allé voir The Matrix, puis on découvrait un nouvel univers complet se déployer devant nos yeux, des nouveaux codes. Mais Amélie Poulain, c'est aussi une série de nouveaux codes qui ont influencé beaucoup de cinéma après. Et moi, je pense que il y a un bel héritage à ce film-là. Et je crois, pour l'avoir à nouveau regardé ce matin, que ça vieillit franchement assez bien. Et c'est vraiment bien écrit, c'est vraiment bien ficelé. C'est très original comme histoire. Et j'ai beaucoup, ça m'a beaucoup plu de le revoir. Et toi, Max? Je pense que l'affaire qui me plaisait le plus de parler de ce film-là, c'est le fait que je ne l'avais pas vu depuis 20 ans. Vraiment, puis pourtant, j'ai beaucoup vu ce film-là pendant les 4-5 ans suite à sa sortie. Puis pour moi, Amélie Poulain, quand il s'est sorti, je l'attendais parce que j'étais déjà un gros fan de Jean-Pierre Jeunet. J'aimais vraiment beaucoup son style depuis probablement la première fois que j'ai vu la bande-annonce de Délicatessen en salle. J'étais comme, c'est quoi cette affaire-là? Puis il y a un ton particulier. Puis quand je l'ai eu, j'étais comme, j'avais entendu parler, c'était sa consécration. En France, c'était déjà un phénomène. Il est arrivé chez nous juste un peu après la France, puis il y avait déjà un raz-de-marée qui l'a amené chez nous. Puis quand je l'ai vu, j'ai été immédiatement conquis, charmé. Puis j'étais dans le sweet spot où j'étais un peu encore dans la fin de ma période de ma vie où j'étais un vrai film nerd, là, où je consommais tout, puis j'étais comme j'adorais la forme, le genre, puis je voulais vraiment l'approfondir. Fait que dans ce temps-là, je gobais tout, puis pour moi, c'était ni plus ni moins le film de l'année 2001. Ouais. Ouais. Pour moi, j'étais en Europe en 2001, donc je l'ai vu dès sa sortie. Ouais. Et je pense que je suis allé le premier ou le deuxième jour, comme toi, parce que j'étais fan des Jeunet, j'avais adoré Délicatessen, et qui avait déjà comme un hype que ça allait être quelque chose de spécial. Et je me rappelle là, les 20 premières minutes qui sont cette introduction. En fait, dès le début, avec la libellule, dans ma tête, je me dis, what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Puis narrativement, c'est bien écrit, c'est rythmé, et ça m'a vraiment pris aux tripes. Et puis je pense que ça m'a pris aux tripes aussi très personnellement, parce qu'il y a un côté romantique, rêveur, dans lequel je sais faire tous ces conneries-là pour plaire à quelqu'un. Moi, j'en ai fait des dizaines comme ça dans mon adolescence, donc je me reconnaissais un peu dans cette... Comme les petites chasses au trésor. Oui, okay. écrire des petits mots cachés, et puis espérer que le Saint-Esprit a expliqué à la personne concernée que tu étais intéressé, mais ça marche que dans les films. C'est finalement. ça, j'allais dire, ça marche pas toujours dans la vraie vie. Non, mais ce côté rêveur et un peu... romantique, je m'identifiais vraiment avec. Donc ça fait que je pense ce film-là, en l'espace de 48 heures, je l'ai vu 2 fois, puis je l'ai revu comme 1 mois après. Ça a été un film que, à la max, à sa sortie, j'ai dû le voir 3 ou 4 fois en salle. Ce langage visuel me parle énormément. Donc, c'est vraiment quelque chose de... C'est un film personnel, mais ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. Puis il vieillit bien, on s'en parlera un peu après. Je pense qu'il y a des longueurs maintenant si on devient critique là-dessus. Mais on va développer ça un peu plus tard. Mais ça va nous amener aussi de parler de notre top 3 que nous avons sélectionné. Donc, on va parler en fait d'introduction de monde ou de personnages qui nous plaisent le plus, parce que Amélie Poulain, on peut dire, petite masterclass là-dedans. En tout cas. Vraiment. Particulièrement les 12 premières minutes, jusqu'à temps qu'on arrive au plan de Amélie rendue adulte, dans le café des Deux Moulins, et elle se retourne vers nous. C'est assez un sans faute. Là. Tant au niveau de la richesse du writing, c'est vraiment un bien amené avec le il n'aime pas, chacun des personnages est vraiment bien, mais c'est plein de micro-détails, les patineurs sur TF1, le bruit du bol du chat sur le comment il appelle ça, sur le carrelage. Le carrelage. Elle aime mettre sa main dans... Toutes les petites manies là, des gens.
Et comment c'est joué, le casting. Mais c'est-à-dire que même le sound design de tous ces moments-là est vraiment... Tu t'identifies. C'est-à-dire qu'elle aime casser de la crème brûlée, t'as vraiment ce bruit-là. C'est vraiment hypnotisant. Tu peux pas arrêter de regarder et au niveau montage, c'est rythmé, c'est presque un clip, ça va vite. C'est vraiment quelque chose. Puis à un moment, tu te dis, mais pourquoi il parle de ce vieil homme-là qui est en train d'effacer le nom de son ami qui vient... Puis là, à un moment donné, c'est parce que c'est justement, on est en train de construire un monde. Ouais. Puis je pense que ça nous a donné donc l'idée de faire ce top 3-là parce que l'introduction d'un monde ou d'une série ou d'une ribambelle de personnages, c'est souvent un moment important dans un film, puis il y a des films qui le font particulièrement bien. Oui, je suis d'accord. Donc, est-ce qu'on plongerait dans notre top 3? Allons-y. C'est qui ouvre le bal? C'est moi. Oui, vas-y. Donc, moi, ça serait mon numéro 3, ça serait The Usual Suspects de 1995. Donc, évidemment, là, Garcia va dire, tu peux tout spoiler, mais je ne vais pas spoiler. Au début du film, il y a 5... Je vous rappelle qu'on est le seul podcast qui assume pleinement les spoilers, à part Alex Bernier. Exactement. Voilà. Donc, on tombe rapidement au début du film dans un long flashback qui est narré par un personnage qui s'appelle Verbal Kint, joué par Kevin Spacey. Et il nous présente 5 personnages, 5 criminels qui viennent d'être arrêtés, suspects, en fait, pour le braquage d'un camion à New York. Et là, ils se présentent dans l'espèce de, comment on appelle ça, la séance d'identification. Ouais. Et chacun doit dire un peu la phrase qui est très vulgaire. On va laisser le clip le dire. Mais vraiment, il présente les 5 personnages et tu vois immédiatement leur nature, leur personnalité, juste à travers la façon qu'ils disent cette phrase-là. Un peu comme quand nous, en pub, on a souvent des acteurs qui viennent pour dire une seule phrase en audition, puis on doit être capable de les juger juste sur cette phrase-là. Fait que c'est très... c'est très maîtrisé, c'est très court, mais en 1 minute à peu près, on voit exactement la personnalité de chacun. C'est vraiment drôle. Puis il y a même un moment là-dedans dans lequel il y a un fou rire qui paraît qu'il est absolument vrai, mais qu'ils ont gardé. Mais ça paraît qu'il est vrai. Tu sais, des fois, un rire, quand tu sais, là, il rit pour vrai. Mais ça donne la couleur, ça donne de la personnalité au personnage de Benicio del Toro à ce moment-là. C'est vraiment bon. On écoute ça. Yes. All right, you all know the drill. When your number is called, step forward and repeat the phrase you've been given. Understand? Number 1, step forward. Hand me the keys, you fucking cocksucker. Number 2, step forward. Give me the fucking keys, you fucking cocksucker, motherfucker! Knock it off, get back. Number 3, step forward. Hand me the keys, you cocksucker. In English, please. Number 4, step forward. Hand me the keys, you fucking cocksucker. You don't put guys like that into a room together. Number 5, step forward. Hand me the keys, you fucking cocksucker. Quelle introduction. Ouais. Et est-ce que... C'est quoi qui marche pour toi vraiment dans cette introduction-là? Ben, c'est comme... tu sais... Encore une fois, je fais référence à nous, notre métier. Quand il y a des gens qui se pointent en audition, ils disent leur nom. Maxime Paiement, je suis de l'agence Koala. C'est vrai. Oui, bonjour. J'appelle pour savoir si vous avez des forfaits en rabais. Puis là, c'est tout. Merci, terminé. Puis, c'est juste ça, c'est le temps qu'ils ont. Puis nous autres, on est comme en arrière, on dit non. Puis c'est exactement ça. C'est comme si on trouvait une façon de présenter tout le casting important des personnages comme dans un vrai casting à l'auditoire. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. J'avais jamais pensé à ça. Ah non, c'est excellent. Ouais. C'était une bonne question, finalement. Ouais. Max? Donc, moi, je pense que c'est un film duquel j'ai déjà parlé, c'est The Incredibles de Pixar, de Brad Bird. Puis ce que j'aime beaucoup de cette scène d'intro-là, c'est un peu comme... C'est tout le setup pour, te présenter les principaux personnages, les 3 super-héros principaux, mais ça va aussi camper le ton et l'univers. Parce que en 2004, c'était pas l'industrie des super-héros n'était pas encore une industrie. Il y avait des films ici et là. Puis Brad Bird, clairement, il faisait un peu un hommage, mais en même temps un pastiche de super-héros, tu sais. Puis avec des entrevues, des bonnes vieilles entrevues, tu sais, un peu avec un côté VHS, Betacam.
tu allais comprendre, qui sont les 3 principaux personnages, puis aussi en quoi ce film de super-héros-là est pas comme les autres films de super-héros. Puis ça, je trouvais ça vraiment bien amené. No matter how many times you save the world, it always manages to get back in jeopardy again. I mean, sometimes I just want it to stay saved, for a little bit. I feel like the maid. I just cleaned up this mess. Can we keep it clean for 10 minutes? Hey, you get to that point. Wait, Please? don't get up yet. We're not finished. Sometimes I think I just like the simple life, relax a little and raise a family. Settle down. Are you kidding? I'm at the top of my game. I'm right up there with the big dogs. Girls, come on. Leave the saving of the world to the men? I don't think so. Il s'est pris ce bout d'extrait pour de voir un film qui n'existait pas. Le prequel, ouais, je me rappelle bien. Moi, j'aime ça quand Pixar ou n'importe quel film d'animation ose un peu casser les codes. Là, on est comme en entrevue. Ou quand Pixar fait des bloopers à la fin. Tu sais, c'est vraiment de dire, hey, c'est un film, c'est une vraie histoire. Pourquoi on est obligé d'être aussi rigide dans notre style? De commencer avec une entrevue. C'est un flashback aussi. C'est vraiment, vraiment super original. Puis vraiment fun. La force pour conclure ce petit segment-là, c'est que ça te présente les personnages dans un état A, puis quand tu les retrouves au début de l'histoire, on est rendu beaucoup plus tard dans un état B. Ça a chaviré. Ça a chaviré. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est bon, ça. Ben, moi, j'ai choisi Scott Pilgrim Against the World. C'est un film qui vient d'une bande dessinée. Et je trouve que c'est à tout le long du film, en fait, Scott doit combattre les ex de sa petite amie. Et chaque fois qu'un ex arrive, c'est fait d'une manière un peu... il y a une mise en place très théâtrale qui est faite. Manga, souvent aussi. Très manga. Ouais. Mais dès la première scène, en fait, ça commence avec son band, parce qu'il joue dans un band qui joue. Et là, tous les codes sont déjà donnés de tout ce qu'on va voir. C'est-à-dire qu'il y a des textes qui arrivent sur l'image, il y a des mouvements de caméra, il y a des sortes de fade-out avec un travelling arrière qui donne cette sensation d'accélération. Donc, musique crée le rythme du montage aussi. Là. Puis ça commence avec un 1, 2. Tout de suite, t'es dans le film, c'est une claque. Ouais. Et je trouve que c'est une très bonne introduction pour dire à quoi t'attendre après. On peut regarder ça aussi. Oui. Mama serpentine. I got a breathalyzer and my body's clean. You guys are so amazing. Je trouve Wright, là, en 30 secondes, il met son univers tout de suite. C'est un film que j'aime beaucoup. Je crois que tu as des réserves quand même dessus un peu. Moi, j'ai des réserves par rapport généralement à Edgar Wright. Ouais. Je trouve que que la forme, un peu comme Baz Luhrmann, je trouve que la forme, elle gagne un petit peu trop sur le fond. Ouais. Mais j'ai du plaisir à le regarder, mais dès que le film finit, comme Baby Driver, même chose, je l'oublie presque instantanément. Donc, il y a quelque chose qui ne clique pas au niveau de la mémorabilité. Je me rappelle, je pourrais utiliser des scènes de Scott Pilgrim ou Baby Driver ou Shaun of the Dead. Quoique Shaun of the Dead, ça j'ai vraiment aimé ça. Mais je pourrais les utiliser comme des références pour des devices de storytelling, mais pas pour l'ensemble de devices dramatiques, mettons. Je comprends. Mais retournons au fabuleux destin d'Amélie Poulain. Je pense l'élément commun de ce film, c'est ce qui est la voûte qui le tient, c'est le craft. Exact. Il y a un travail incroyable. Puis en le re-regardant ensemble, on s'est même dit, il y a certains cinéastes peut-être qui se sont un peu inspirés de ça. Mm-hmm. Mais est-ce que tu peux nous redonner un peu de contexte, Alex, avant de te relancer? Ben oui, j'aime ça faire ça. Jean-Pierre Jeunet, il haïssait les films vraiment ultra réalistes de la fin des années 90. Il voulait faire comme un film plus lumineux. Puis lui, il avait quand même fait Delicatessen, qui est pas très... vraiment dark. Ouais. Là, il avait le goût de faire le contraire, un film lumineux, optimiste, un peu artificiellement romantique,
juste pour répondre au cynisme ambiant, à l'origine, c'était un film en anglais qui s'appelait Amelie from Montmartre, et l'actrice aurait été Emily Watson, mais à cause des problèmes de calendrier, de barrières linguistiques, ça a fait dérailler le projet. Ils l'ont tout recentré en français. Et Audrey Tautou a été castée. Elle avait 23 ans. Il n'aimait pas comment Paris était présenté dans les films à ce moment-là. Donc, il voulait revenir à un côté plus romantique de Paris. Il trouvait qu'il y avait trop de graffitis, trop de voitures modernes, trop de panneaux publicitaires. Donc, l'image a été évidemment retouchée au maximum. C'est une espèce de Paris poétique. Ouais. Dans le métro, il n'y a pas de pub, il y a comme des œuvres d'art. Mais c'est pas si souligné. Mais quand tu le regardes, le film, tu te dis c'est un Paris qui n'existe pas ou qui n'a jamais même existé. Idéalisé, oui. Exact. L'équipe de tournage a décrit le projet comme magnifique visuellement, mais obsessionnel. Fait que là, on entend souvent ces histoires-là, mais tout ça, évidemment, c'est nourri par le fait que Jean-Pierre Jeunet est un obsessif, des storyboards ultra détaillés. Chaque micro-détail est pesé, questionné, re-questionné. Des dizaines et des dizaines de prises pour des simples mouvements de tête ou de pied, parce qu'on le voit, là, clairement, il n'y a rien qui est laissé au hasard dans ce film-là. Et encore, à nouveau, on l'a regardé ce matin, là, c'est chirurgical comment c'est fait, ce film-là. Étonnamment, le film a coûté pas si cher, 10 millions d'euros. Ça a été présenté à Cannes en 2001. Succès immédiat, malgré le fait que certains critiques français trouvaient que le film traitait de Paris comme si c'était un peu Disneyland. Ailleurs en France, on s'est posé la question, est-ce que c'est un film nostalgique ou une vision bourgeoise fantasmée? Le film a aussi été accusé de montrer un Paris trop blanc et d'effacer les réalités sociales. C'est vrai, c'est quand même un film très blanc. Aux États-Unis, la distribution a été compliquée, trop français, trop narratif, trop stylisé. Finalement, c'est récupéré par Miramax au pic du style quirky indie et ça a fonctionné. Ça a vraiment fonctionné, en fait, partout dans le monde. Mm-hmm. Le film a fait 175 millions de dollars, ce qui est gigantesque pour un film français non anglophone, dont 33 millions aux États-Unis, quand même, ce qui est énorme. 5 nominations aux Oscars, une explosion touristique de la ville de Paris, particulièrement le quartier de Montmartre. Il faut évidemment parler de la musique signée Yann Tiersen. Il est à noter que plusieurs de ces morceaux n'ont pas été composés pour le film. C'était déjà des pièces de Tiersen que Jean-Pierre Jeunet trouvait si belles qu'il a utilisé dans son film, puis il a demandé d'en composer encore plus. Et la bande originale s'est vendue à 1 million d'exemplaires et est devenue quasiment plus importante que le film. Mm-hmm. Puis, tu sais, ça fait plein de fois qu'on parle de films comme ça et on va continuer de le faire. On parlait de James Cameron pour Titanic. Éventuellement, on parlera de Wes Anderson, qui est clairement un petit cousin de Jean-Pierre Jeunet dans ce film-là. Ouais. Mais c'est une obsession du détail, des fois aussi une direction un peu tyrannique pour obtenir justement cette vision-là qu'il a dans sa tête. Parce que moi, je trouve ça toujours fascinant. Tu sais, c'est tellement maîtrisé, ce style-là, dans ce film-là. Puis tu te dis, mais avant ça, il n'y avait pas... Probablement qu'il y a des références un peu partout, genre les parapluies de Cherbourg, des films ultra colorés des années 60. Mais il y a aussi du storytelling vraiment moderne. Fait que lui, il avait tout ça dans sa tête, ne sachant pas que ça allait marcher, mais on dirait que c'est quasiment une voix divine qui lui dit une vision. C'est comme ça qu'il faut que tu le fasses, puis c'est comme ça qu'il impose ça à toute son équipe. Donc, je pense que ça donne des tournages assez laborieux et difficiles, mais une fois que tu l'as regardé, je suis sûr que tout le monde était vraiment fier d'avoir travaillé ce film-là. Voilà. Je suis pas mal d'accord avec tout ce que tu dis. Moi, je trouve le côté poétique et très romantisé de la représentation de Paris intéressante. Je la trouve beaucoup plus intéressante que des séries comme Emily in Paris, qui a ce côté superficiel. Ouais. Mais artistiquement, je le trouve plus proche. Je suis d'accord avec les analyses que ça montre une réalité de Paris qui n'existe pas, surtout au niveau de la diversité. Puis même en le regardant là, ça faisait un moment, il y a un truc qui m'a vraiment choqué, qui ne m'aurait pas choqué avant, c'est qu'à part Jamel Debbouze, la seule diversité qui est présentée, c'est 3 jeunes qui marchent derrière le personnage. Qui ont l'air un peu des racailles. Des racailles qui lui font des remarques un peu sexistes ou quelque chose, parce qu'elle est visiblement très mal à l'aise. Ça dure 10 secondes à l'écran, mais c'est la seule population non blanche qu'on représente dans le film. C'est vrai que c'est
c'est pas ça Paris du tout, malgré ce que certains voudraient. Ah, il y a le nain de jardin qui voyage. Oui, Whatever. Mais qui est blanc aussi. Ouais. C'est un nain, mais il est blanc. Mais, ouais, puis clairement, c'est une vision extrêmement personnelle de Paris. Je veux pas prêter aucune intention à Jean-Pierre Jeunet. C'est son Paris, c'est une carte postale que lui, il s'est fait. Puis il voulait, clairement, il y avait, comme tu as parlé, il y avait une vision singulière qu'il voulait mettre à l'écran. Mais il y a un truc qui est particulier, c'est que c'est vraiment un film sur l'observation puis l'obsession. Les thématiques qui sont véhiculées dans ce film-là, c'est exactement ça, right? Tout le monde espionne toujours quelqu'un, tout le monde stalk toujours. C'est un film sur le stalking, oui, de façon très innocente et pure, mais ça reste que c'est du stalking. C'est deux personnages qui stalkent beaucoup, les voisins espionnent sur les autres. Il y a quand même un drôle de côté un peu parfois pervers dans ce film-là, qui est sous cette histoire d'amour pure et innocente et chaste. Clairement, c'est vrai que tout le monde s'espionne dans ce film-là. Comme toutes les scènes, il y a quelqu'un qui regarde au loin un autre personnage. Mais il y a un côté très parisien là-dedans, je pense. De regarder son voisin. Regarder son voisin. C'est vraiment un film sur le voyeurisme. Pas méchant, mais il y a quand même une perversion. Tu sais, il y a le sex shop. Il y a quand même beaucoup de références, de scènes de sexe. Pour un film qui est vraiment sur l'amour le plus pur et innocent possible. Puis elle est tellement innocente dans ce film-là. C'est un enfant, essentiellement. Tu sais. Puis il y a l'autre chose on a rigolé ensemble parce qu'il y a des moments où c'est tellement français aussi, même dans le comportement. Il y a le premier personnage que Amélie va comme aider en lui redonnant ses objets personnels. Monsieur Dotto, Dominique. Il arrive dans un bar, puis naturellement, il comprend rien. Il vient de retrouver ses objets cachés d'enfance dans une cabine téléphonique. Donc là, il explique au serveur, c'est comme si la cabine téléphonique m'appelait. Puis le serveur, il s'en fout. Puis là, il y a comme le micro-ondes qui fait ping. Puis il fait, là, il y a le micro-ondes qui m'appelle. On a éclaté. Puis c'est ce type de humour un peu teinté français, cassant. C'est très français, là, je trouve. Quand il va voir les parents les parents de l'épicier. Oui. Puis ils sont tellement, tu sais, un vieux couple, on dirait que ça fait 75 ans qu'ils sont ensemble, ils se détestent. Il y a une autre observation qui m'est popée dans la tête pendant que j'ai regardé ce film-là, je pense que c'est le plus gros rassemblement de clichés français. Puis ça, c'est pas un hasard. C'est vraiment des clichés français, souvent caricaturaux. Puis Jeunet les a vraiment sélectionnés pour peupler son film. Et la chose qui me fait rire, c'est que ce film-là est tout de suite devenu un cliché aussi. Il a tellement inspiré la pub, le cinéma, que pas longtemps après, le film était constamment parodié, spoofé, et un cliché en soi. Puis l'autre affaire aussi, tu as parlé de Wes Anderson, puis évidemment, on a pensé à Royal Tenenbaums, qui est sorti la même année. Puis j'ai vérifié pendant le film, parce que j'étais curieux, quand est-ce que les deux ont été tournés? Parce que c'est tellement proche dans surtout le premier segment du film, la façon dont la caméra bouge, puis les cadrages et tout, que je me suis dit, attends une minute, est-ce qu'ils ont été inspirés l'un vers l'autre? Puis en fait, le tournage de Royal Tenenbaums a commencé au moment où Jeunet venait juste de rapper le sien. Fait que clairement, personne n'a vu le travail de l'autre, mais c'était définitivement dans l'air du temps. Il y avait quelque chose. Ouais. Hein? OK. Il joue beaucoup aussi avec la forme. Tu sais, on en a peu parlé, mais beaucoup de personnages brisent le quatrième mur, s'adressent à la caméra. Il y a des personnages inanimés qui se mettent à parler. Les peintures se mettent à parler. Dans son style Harry Potter, presque. Exact. Mais on dirait que, encore une fois, quand le style est maîtrisé, un peu comme quand Uma Thurman dans Pulp Fiction a fait It's kind of square, puis là, ça dessine. Puis on dirait que tu fais, c'est correct. Puis j'ai l'impression que les réalisateurs qui savent le plus qu'est-ce qu'ils font se donnent le droit de faire quelque chose que tu dis, mais ça, je peux pas faire ça au cinéma, j'ai pas le droit de faire ça. Puis dans ce film-là, il y a plein de petites entorses à des styles. Il brise des règles. À un moment donné, on s'en va en dessous de la table, l'image devient en noir et blanc. Puis là, tu fais, ben oui, il y a comme un petit côté voyeur là-dedans, donc ça devient en noir. Puis on dirait que ça prend du courage et beaucoup d'inspiration et de vision pour dire
c'est ça qui va se passer à ce moment-là. Elle va se retourner vers la caméra, elle va nous dire un secret. J'aime ça regarder les gens dans le cinéma, voir leur face pendant qu'ils regardent le film, puis elle se retourne, là, elle devient les yeux du spectateur. Ça sert à pas grand-chose dans l'histoire, mais ça installe bien son personnage. Je suis pas en train de dire c'est bizarre qu'elle vienne par la caméra. Il y a quelque chose qui est parfaitement naturel et il le fait tout au long du film. Puis même, il y a une scène, une des premières scènes avec Mathieu Kassovitz, quand il court derrière l'homme mystère et qu'il part sur sa mobilette et que sa mallette tombe. Oh my God. Et on s'est tous dit, mais elle tombe d'une manière parfaite, parce qu'en plus, c'est un plan séquence. Ouais. On s'est dit, mais ils ont fait quoi? Ils ont tourné ça 150 Ouais, fois jusqu'à qu'elle elle n'a pas l'air en CGI. Non, je voulais en venir là, c'est que tout le CGI qu'il y a vieillit très, très bien. C'est même quand elle devient une flaque d'eau, parce que c'est bien fait. Ça date, là. Les animations des peintures du petit cochon qui a la lampe de chevet. La créature imaginaire, c'est super bien fait. Tout fonctionne. En fait, l'affaire la moins bien faite, c'est à un moment donné, elle lance son poisson rouge dans l'eau, puis la shot du poisson rouge, celle-là, c'est la seule shot que qui la regarde avec des yeux. Mais c'est drôle parce qu'on a parlé de craft, tu sais, puis quand j'ai vu le film, bon, la musique m'a marqué, l'histoire d'amour m'a marqué, puis la forme m'a marqué. Mais je ne me suis pas attardé au craft. 25 ans plus tard, et je dirais 20 ans de métier, de caster, de monter, de faire de la DA de plateau, puis tout ça, m'ont fait voir ce film-là vraiment avec un regard différent. Je respecte 3 fois plus le craft que les 6-7 fois que je l'ai vu en 2001. Parce que là, maintenant, je sais comment la saucisse est faite, puis je trouve ça écœurant, sans parce faute. que c'est plein de détails. Il y a un moment donné, quand Amélie est dans l'appartement de l'homme de verre, et il y a une caméra sur Amélie, puis un sur l'homme de verre, mais celle qui est sur l'homme de verre passe à travers une vitre qui est opaque, en fait, qui en fait décrit vraiment qui elle est, parce que c'est une vitre cassante. Je l'ai vu là pour la première fois. Je l'ai même pas vu, mais je me suis dit, clairement, c'est la technique au service du storytelling. L'observation que tu as faite sur le son. Ah oui. Ah, ça, c'est génial, cette séquence-là. Elle découpe des lettres, puis elle les replace en... Pour la concierge, je lui donne une lettre d'amour de son mari qui l'a trompée. Exactement. Puis à chaque fois qu'on passe d'un passage d'une lettre à l'autre, quand c'est remonté, redécoupé et recollé, le sound design change. C'est écœurant. Parce que ça vient de plein de lettres différentes. C'est brillant. C'est très bien fait. Puis, comme les trois, on a comme fait Puis, comme tu dis, c'est pas nécessaire parce qu'on comprend qu'est-ce qui s'est passé. On l'a vu. Mais là, ça ajoute comme un wow. Mais Jeunet, son travail, puis ça vient de Délicatessen, là. Son travail sur le son est sans bon sens. Là. Donc, est-ce qu'on en profiterait pour passer au numéro 2 de notre top 3? Donc, je rappelle des meilleures introductions de personnages ou d'univers. Je crois que c'est moi qui me lance. Ça, c'est un de mes films... C'est comme Max qui adore les films de sport. Moi, j'adore les films de musique, de band, de musique, etc. Et c'est un de mes films préférés d'Alan Parker, The Commitment. C'est tellement préféré que c'est ça qui m'a fait créer un groupe de musique quand j'avais à la fin de mes 18-19 ans à peu près. Et il y a plusieurs... J'ai hésité entre plusieurs scènes, mais là, c'est une scène où tout le band, en fait, c'est des misfits qui ont été rassemblés pour créer un band. Et ils se retrouvent pour la première fois ensemble. Ils ont passé une journée ensemble et ils rentrent chez eux dans le subway au métro de Dublin. Cette scène-là, vraiment, tu vois les différents types de personnages, les dynamiques, et ça set le ton pour le reste du film. Listen, from now on, I don't want you listening to Guns N' Roses and the Soup Dragons. I want you on a strict diet of soul. James Brown for the growls, Otis Redding for the moans, Smokey Robinson for the whines, and Aretha for the whole lot put together. Jimmy's a soul sex. Dirty bastard. I didn't say that. I said the rhythm of soul is the rhythm of riding. You mean you wanted to sing as if you were riding with someone? You can practice with me. I'll bunch your bollocks off if you come near me, you spotty fuck. Might fancy that. Or make earrings out of them. Soul is the rhythm of sex, and it's the rhythm of the factory too. The working man's rhythm. Sex in the factory. Not in the factory I'm in. There isn't much rhythm in gutting fish. Soul is the music that people understand. Sure, it's basic and it's simple, but it's something else, something special. Cause it's honest, that's it, it's honest. There's no fucking bullshit. It sticks its neck out and says it straight from the heart. Sure, there's lots of music you can get off on, but soul is more than that. It takes you somewhere else. It grabs you by the balls and lifts you above the shite.
Donc, en fait, j'aime bien parce que ça set vraiment le ton, comme je disais tantôt, pour comprendre tout le développement des personnages. Puis, j'ai hésité avec une scène où il sélectionne, qui est avant, où il sélectionne, en fait, il met une petite annonce, la personne là qui parle, qui est comme l'impresario, il met une petite annonce pour sélectionner les gens. Donc, on voit défiler dans un appartement comme une vingtaine de chanteurs. Comme un casting. Comme un casting. Mais il n'y a aucun des personnages qui apparaît là-dedans. Donc, mais c'est très drôle. C'est aussi une scène de casting complètement foirée. Et voilà. Toi, t'as quoi? C'est toi. À moi. Oui. Moi, c'est vraiment pas original. C'est comme le premier choix que j'ai fait immédiatement. C'est Goodfellas de Martin Scorsese, 1990. C'est pour moi la naissance du film de gangster moderne. C'est après avoir vu les Godfather de ce monde. Et là, soudainement, on arrive dans l'ère moderne des gangsters et qui a donné naissance à plein d'autres films de gangsters et de séries comme Les Sopranos. C'est comme le point 1 de ce cinéma-là. Puis on dirait, je pense, le début d'une nouvelle ère pour Scorsese également. Et c'est tellement le fun c'est tellement, encore une fois, il y a une maîtrise du ton, des personnages, du writing. Il commence avec une phrase. On vient de voir De Niro et Joe Pesci tuer quelqu'un dans un coffre de char. Puis là, c'est la narration de Ray Liotta qui explique que quand il était jeune, je vais vous le montrer. Ça vaut la peine d'être écouté. C'est vraiment bon. Puis la tune Rags to Riches de Tony Bennett qui se met à jouer. C'est parfait. As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. To me, it meant being somebody in a neighborhood that was full of nobodies. They weren't like anybody else. I mean, they did whatever they wanted. They double parked in front of a hydrant and nobody ever gave them a ticket. In the summer, when they played cards all night, nobody ever called the cops. Must I forever be a beggar? Good to see you. Those golden dreams will not come true. Ce serait bien qu'on parle de ce film-là un jour, non? Oui, peut-être un épisode là-dessus. Ouais, hein? Peut-être dans la saison 4. Peut-être. Hein? Ah ouais, qui sait? Je prendrais la peine de le regarder. Ouais. Parfait. Ouais. On dirait que tu voulais dire quelque chose. Tu veux pas tout de suite tout... Non, je vais garder mon matériel. On va en reparler. Quand je vais l'avoir vu pour la première fois. Je pense que tu l'as aimé, ce film-là, non? Non, j'ai hâte de le voir pour la première fois. Et toi, Max, qu'est-ce que tu nous as préparé? Je revisite un vieux cliché d'un film dont on a déjà parlé, d'une scène dont j'ai déjà parlé dans le tout premier épisode de La Guerre des podcasts, si vous vous souvenez bien. C'est Dune Part 1. Puis ce qui m'intéresse vraiment, c'est tough de faire l'introduction d'un monde de science-fiction, d'un monde fantastique. On avait parlé de Fellowship of the Ring, comment Peter Jackson l'avait super bien fait. Puis ce que je trouve le fun avec Dune, c'est qu'on a un contre-exemple. Il y a quelqu'un d'autre qui a fait exactement le même travail pour le film portant le même nom, puis tu as la version mal faite, où je vais tout expliquer, je vais te prendre donc par la main. Donc la version de David Lynch. Puis la version où on te plonge dedans, déjà, le visuel, c'est bien plus cinématique, mais ça fait exactement le même travail de te présenter l'univers, ses factions, qui veut quoi, comment, pourquoi. Puis tout est campé en une scène d'introduction que je trouve absolument un masterclass de campement, de camper un monde. D'accord. Regardons ça. At nightfall, the spice harvesters land. The outsiders race against time to avoid the heat of the day. They ravage our lands in front of our eyes. Their cruelty to my people is all I've known. These outsiders, the Harkonnens, came long before I was born. By controlling spice production, they became obscenely rich. Richer than the Emperor himself. T'as raison, en fait, d'une manière très cinématographique. On t'explique qui est qui, c'est quoi les enjeux. C'est vraiment bien fait, là. Ça fait un moment que je n'ai pas revu Dune. Je me dis que ça m'a donné envie. Le 3 sort en novembre.
je pense en novembre, c'est ça? Ouais, Déjà? c'est ça. Oui. Oh shit. Ouais, il est en Cannes. Fait que Je on- croyais que c'était 2027. On se donnera le devoir de regarder les 2 premiers avant d'aller le voir le 3e. C'est une idée. Ouais, Parfait. ouais. Peut-être même qu'on en parlera un peu dans la saison 4. Interesting. Ok. Et là, on a revu en fait ensemble donc, le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Comment est-ce que ça a vieilli à vous? Est-ce que ça a bien vieilli, mal vieilli? Fait que c'est un peu tricky comme question Ouais. parce que je pense que, puis j'imagine qu'il y a certains auditeurs qui avaient peut-être hâte qu'on parle de ça, mais tu sais, comme n'importe quoi qui pogne vraiment ou qui marche vraiment, il y a toujours, suite à ça, un espèce de backlash. Ouais. Puis il y a eu un backlash, puis nous autres, on était aux premières loges en publicité parce que il n'y a pas un de mes amis réalisateurs qui a pas reçu le brief de « j'aimerais ça faire quelque chose comme Amélie Poulain » ou pas de compositeur musical qui a pas reçu ce brief-là comme « je veux une trame sonore comme Amélie Poulain ». Et il y a eu plein de films qui ont essayé de faire du Amélie Poulain. Et à un moment donné, ce style-là, particulièrement en pub, c'est devenu vraiment, vraiment usé. Un et on cliché, était raide, tannés de ouais. ça. Ah, ouais, là. ouais. Comme « arrêtez-moi Amélie Poulain ». Puis on dirait que ça l'a joué contre le film. Puis, Mhm. pendant des années, à un moment donné, j'étais comme, OK, je veux plus le voir, ce film-là. Je veux plus écouter la musique. J'ai plus de références même à ce C'est film-là, trop, ouais. ça a trop joué, ça a trop été partout. Puis même, on dirait qu'à force, je me souviens d'une époque où, par exemple, la colo de ce film-là, toutes les images, l'espèce de vert, jaune, rouge, un petit peu, c'est devenu un peu genre maniéré, un petit peu fatigant. Puis on dirait que ça... Je trouve que c'est bien que ça fasse 25 ans parce que là, soudainement, ça fait suffisamment longtemps. Là, on a pu tous le montrer à nos enfants. Puis on le voit avec un regard neuf. Puis comme ce matin, j'ai aimé mon expérience de le revoir. Après ça, j'aurais un petit quelque chose à dire sur la deuxième moitié du film, mais je suis curieux de vous entendre si vous trouvez que ça a bien vieilli. Moi, je trouve que, comme toi, je pense... Je l'ai consommé beaucoup au début. Après, il y a vraiment une saturation pour toutes les raisons que tu dis. Tu sais, on retrouvait ça sur des paquets de biscuits ou sur tout le monde faisait ça. Même des films qui étaient un peu narrativement inspirés de ce type de rythme. Moi, je trouve ce qui n'a pas pris une ride, c'est la technique de montage, comment l'écriture et la narration. Et je trouve que c'est un exercice de voice-over parfait. Ah oui, Et puis moi, j'adore les voice-over, là, comme tu as montré Goodfellas. Ça me parle, ça, vraiment. Je trouve c'est très... Ça n'a pas bougé. Je suis au même point que toi. Une fois que... le personnage, Amélie tombe amoureux du personnage de Mathieu Kassovitz, en tout cas semble intéressé. Pour arriver au bout de cette histoire, l'arc est très long, avec des side quests qui, pour moi, sont plus intéressantes que l'histoire amoureuse qui est trop longue à conclure. C'est ça mon point. Je pense que la faiblesse de ce film-là, c'est l'histoire amoureuse. C'est con parce que quelqu'un dirait, ben non, c'est un film d'amour, mais je trouve ça tout plus intéressant, ces side quests, à rendre les gens heureux ou trouver leur bonheur que l'intrigue principale de... justement, le côté romantique, la chasse au trésor, des petits messages. Puis à un moment donné, j'étais comme, get on with it. Puis chaque fois, il y a à la fin, à un moment donné, quand il va dans le café, puis là, elle dit, c'est pas moi. Là, elle s'en va chez elle. L'homme de verre, elle pleure. Là, j'étais comme, OK, c'est interminable. Il y a un beat dramatique de trop. Quand on arrive au café, là, ça aurait été le bon moment pour faire ou la grande scène. La catharsis. Là, ils se rencontrent, ils s'aiment et tout. C'était le temps. Puis il l'a laissé... je pense qu'il a voulu créer un autre beat dramatique, puis un genre de... comment je pourrais dire? Il a comme retardé l'inévitable. On le sait que ça s'en va là. Là, c'est le temps de me le donner. Là, t'as tout bien fait. Là, là je suis prêt à recevoir, à y voir se rencontrer. Puis en même temps, c'est bien amené. Au final, la scène, à la fin, marche bien. Puis encore des bons petits bouts malgré tout, mais ça aurait mérité ce bout-là d'être resserré un petit peu parce que en termes de haut et bas, on était prêts. On avait eu assez de haut et de bas. On voulait revenir au quai. Là. Puis tu sais, quand tu dis que t'aimerais ça le remonter, j'étais comme, je vais enlever une section, puis c'est sûr que ça va être meilleur. Parce que, comme tu dis, le moment final où elle ouvre la porte, puis il est là, puis là, il n'y a pas de musique. Puis là, ils font juste comme se donner des petits bisous. C'est vraiment... C'est très mignon, ce moment-là. C'est très beau. Puis Jamel Debbouze qui est de l'autre bord, puis il filme. Là. Mais même le build-up, c'est comme ça que...
s'ils seraient sautés dans les bras et roulés Frenché comme des malades, ça aurait tout le reste de l'histoire n'aurait eu aucun sens. Rupture de ton total. Absolument. Donc il y a une approche très romantique, très naïve, presque qui est parfaite là. Mais même il y a des moments où elle regarde, elle écoute la télévision, où elle voit des commentaires sur sa propre l'histoire de sa vie. Donc il y a celle avec Frédéric Mitterrand, puis après il y a comme un documentaire sur Staline où Staline ça, est en train. Drôle. Oui, c'est drôle, mais c'est 2 fois le même beat, le même gag. Il y en a un en trop pour moi là-dedans. Mais en plus de ça, tu ajoutes la scène de l'homme de verre qui lui a fait une vidéo qui lui explique qu'elle va passer à quoi. À un moment donné, en tant que spectateur, tu te dis, j'ai compris. J'ai très, très bien compris. Après ce segment-là, il fallait comprendre. Mais même elle-même a déjà compris depuis un moment. Puis à un moment donné, tu te dis, c'est juste narrativement, je retarde le moment parce que elle n'est pas idiote. Là. Elle comprend qu'il faut qu'elle fasse le move, puis elle le fait pas. Puis qu'est-ce qui l'empêche tant que ça? Parce qu'on ne le sait pas tout à fait. Qu'est-ce qui fait qu'elle a si peur de se lancer dans cette aventure-là? C'est son père. C'est ça, c'est la relation avec son père, son cœur, tout ça. Oui, c'est ça. C'est ça qui a placé comme... c'est ça la catharsis, c'est qu'elle n'a jamais été aimée. Elle voulait juste être aimée. Sa mère a disparu. Puis là... Puis même quand elle était là, on ne va pas dire que sa mère semble de l'aimer fort. Non, c'est ça. Fait que c'est l'histoire d'une fille qui aimait tout le monde, sauf elle-même. Puis parce que tu t'aimes pas, les gens peuvent pas t'aimer. Fait que quand finalement, son arc narratif, c'est un peu ça. Puis il est bien ficelé, il est juste... Il était tiré un peu trop. Le truc, là, en revoyant maintenant, qui m'a... Rufus est vraiment génial. Ça, le père... il est vraiment bon. Il est vraiment... Il joue vraiment bien. Il y a peu de scènes, peu de répliques, mais il est vraiment bon à chaque fois. Il vole la scène. Moi, dans ma tête, il disait, je comprends pas, comme 25 millions de fois dans le film, mais en fait, il le dit 3 ou 4 fois, mais il le joue. Mais c'est tellement mémorable. Et puis, il le joue, en fait, sans rien dire tellement de fois. Il y a une séquence où il dit, 2 fois de suite, il dit... Je ne comprends pas. Il est seul dans sa maison, puis il le dit à voix haute. Puis moi, j'aime imaginer que c'est l'acteur qui a décidé de le dire à voix haute. Tu sais, des fois, quand tu te parles de ça, voyons donc! C'est parfait. Non, il est très bon. Il aide beaucoup à colmater, je pense, aussi la première partie. Parce que la petite fille qui joue le personnage d'Amélie dans la première partie, elle est vraiment super expressive. C'est-à-dire que là, quand elle écoute la télé et qu'elle voit toutes les catastrophes, comment son visage... elle est vraiment bonne. Donc, mais je pense, pour moi, il y a une 20aine de minutes à couper facile là-dedans. Puis, j'avoue que je comprends quand même l'intrigue dans le café dans lequel finalement elle réussit à mettre la fille de la tabagie et le gars ensemble. Mais ensuite de ça, on revient, puis là, ils saillissent à nouveau. Puis je trouve que là, c'est plus nécessaire. Mais oui, mais c'est aussi, je pense, pour montrer qu'on ne peut pas tout changer. Probablement que c'est ça. Ben oui, c'est sûr. C'est que la nature humaine revient au galop. Voilà, le gars est con, le gars est con. C'est ça. Mais même, mais ça vaut la peine de le revoir, vraiment. Je pense que, en le regardant, il y avait une petite voix intérieure qui me disait... Ça vieillit pas incroyablement bien, contrairement à d'autres films. Mettons, j'ai revu The Royal Tenenbaums récemment, puis je trouve que ça vieillit parfaitement. Ça, il y a un petit côté, ce dont j'ai parlé tout à l'heure, l'écœur en titre par rapport à Amélie. Amélie, ça m'est revenu. J'étais comme, Mais si on regarde un autre film qui a fêté ses 25 ans français, La Haine, La Haine n'a pas pris une ride. C'est même 30 ans, La Haine. 30 ans, pardon, 30 ans, oui. Faudrait que je le revoie, je ne l'ai pas revu. Vraiment, j'ai revu là, parce qu'ils sont sortis une version 30 ans. Ça te prend toujours autant au trip, et tu connais l'histoire, naturellement. Donc, je suis d'accord avec toi. C'est toujours agréable, mais tu sens que... Il y a des petits trucs. On voit les imperfections plus fortement. Moi, je l'ai plus aimé en 2001. Je l'admire beaucoup plus maintenant. C'est une bonne analyse. Mais tu sais, quand je dis l'admire, c'est pas je l'admire, mais je l'apprécie pas. Non, j'admire beaucoup le craft. Maintenant, j'ai une vie qui m'a enseigné à apprécier ce film-là à cette juste valeur. Et est-ce que tu voudrais nous partager ton numéro 1 Bien sûr. De ton top 3? Alors, je suis allé en mode film nerd 101. J'ai pris peut-être l'introduction la plus célèbre de l'histoire du cinéma, Le Parrain. Godfather Part 1. Godfather. How do you do that? My father made him an offer he couldn't refuse. What was that?
Luca Brazzi held a gun to his head, and my father assured him that either his brains or his signature would be on the contract. That's a true story. Ma pallarezza stunga morì. That's my family, Kay. It's not me. Tu sais, c'était tough de choisir un clip d'à peu près quoi, même pas une minute, pour parler d'une introduction qui fait à peu près 20 minutes en tout. Puis c'est ça qui est écœurant, c'est que d'abord, tu as la scène que tu as citée il n'y a pas très longtemps, il y a assis l'ouverture, tu sais. Avec M. Bongiorno. Qui est vraiment, vraiment bonne. Puis tu passes de ça à, OK, on est dans un mariage de sa fille, puis parce que c'est un mariage, tout le monde est là, fait qu'on va pouvoir savoir qui est qui. Puis en plus, on va camper Michael au début, qui n'est pas encore membre de sa famille, qui est un militaire. Puis en plus, il est en uniforme de militaire pour vraiment... Fait que vraiment séparer, tu sais, c'est pas les moi, deux. ça. C'est pas ma famille. Puis en plus, tu as un personnage, on va dire POV, qui est notre POV, qui nous amène dans cet univers-là. C'est un masterclass de setter à nouveau le mood, le ton et les Elle est en train de se demander si elle accepte quoi ça. j'embarque, là. C'est à qui ça? À toi, ben oui. OK. Guy Ritchie, Snatch. C'est le générique d'introduction, en fait, où il présente tous les personnages. Mais à travers donc il y a un heist qui se passe avec des diamants qui se font et on voit le parcours de ces pierres par où toutes les mains qui passent et en fait c'est toute la séquence en fait du film et des personnages qui vont intervenir dans ce moment-là et on voit tout de suite les personnages, on voit le ton du film, on voit comment Ritchie aime, c'est quoi son style narratif, comment il aime que ce soit punchy, un peu punk pop là. Un autre exemple de film qui a vraiment influencé plusieurs films. Cette intro-là, elle a servi à beaucoup de mood boards pour « pourrais-tu me faire comme dans Snatch ?» Et c'est la deuxième intro, on a un Benicio del Toro magistral, quoi. Yes. Donc je vous invite à regarder ça. Wow. C'est un après l'autre. C'est tellement cool. Et ça aussi, ça me redonne envie de réécouter ça. Ça fait un moment. Voilà. Et toi, Alex? Ben moi, j'avais Goodfellas en numéro 1 jusqu'à temps que je re-regarde celui que je vais vous montrer. Puis j'en ai parlé tout à l'heure. C'est l'intro de Royal Tenenbaums. Je l'adore, cette intro-là, pour plein de raisons. Mais une des raisons, c'est que après avoir fait Bottle Rocket, après avoir fait Rushmore, c'est comme si soudainement l'attention, comme Hollywood avait soudainement de l'intérêt beaucoup pour Wes Anderson. Et là, on lui a donné les moyens cette fois-là. Puis là, il a pu engager Gene Hackman, Angelica Houston, à nouveau Bill Murray, Danny Glover, Ben Stiller, vraiment Gwyneth Paltrow. Et là, soudainement, il y avait les moyens. Puis là, il s'est dit, là, l'affaire que j'ai toujours voulu faire, ça a été un peu la naissance de son style. Puis la naissance de son style à travers cette intro-là, narrée par Alec Baldwin. Somehow, c'est pas expliqué pourquoi c'est lui, mais il fait vraiment une bonne narration avec une version instrumentale de Hey Jude. C'est comme parfait comme début. Tu peux pas arrêter le film après, t'es scotché, là. Royal Tenenbaum bought the house on Archer Avenue in the winter of his 35th year. He and his wife had 3 children, and then they separated. Are you getting divorced? It doesn't look good.
Ethelene Tenenbaum raised the children, and their education was her highest priority. I need $187. Write yourself a check. Chaz Tenenbaum had, since elementary school, taken most of his meals in his room, standing up at his desk with a cup of coffee to save time. Margot Tenenbaum was adopted at age 2. Her father had always noted this when introducing her. This is my adopted daughter, Margot Tenenbaum. Richie Tenenbaum had been a champion tennis player since the 3rd grade. He kept the studio in the corner of the ballroom, but had failed to develop as a painter. Right? Perfect. Ça donne le goût de le regarder. Ouais, c'est sûr. C'est drôle comment, mettons, l'ouverture de Amélie Poulain, Jean-Pierre Jeunet n'a pas fait une carrière de cette scène d'ouverture-là, alors que Wes Anderson a dit, ça c'est ma carrière, je vais faire juste ça maintenant. C'est ma signature, oui, mais t'as raison, c'est un bon point. On arrive dans la phase finale de notre podcast, mais oui, toute chose a une fin. Surprise, on va peut-être en enregistrer un 2e épisode ici qui va être un peu spécial. Donc on n'en dit pas plus? On n'en dit pas plus, on tease là que... Mystère. Mystère. Il y a un truc là au mois de mars qui s'en vient, qui risque d'être bien. Ou peut-être pas. Ou pas. Ou une catastrophe. Une catastrophe, mais ça vaudra la peine de le découvrir. Mais est-ce qu'on aurait, avant de finir, des questions de nos auditeurs? Je sais pas. Oli? Ah, il n'est pas là, Oli. Non. Attends, je vais regarder dans la boîte à suggestions. Ah, peut-être. Je m'appelle Laurent, j'ai 12 ans. Moi, j'ai une question sur Amélie Poulain. Pensez-vous que les Américains seraient capables de faire ce film-là? Ça serait quand même intéressant à voir, mais comme, tu sais, Amélie, ça se passe à Paris, puis c'est vraiment important dans le film. Genre, est-ce que ça vous tenterait de voir une version comme à New York? Ou comme à Albuquerque? Oh, Breaking Bad, là. Ouais, ou Old Orchard Beach, même. Un peu plus random, là. Amélie qui mange des hot dogs. Au pire. C'est très français, là, comme film. Bonne question. C'est une bonne question. Amélie, non. Un film comme Amélie, mais enraciné dans des... Mais ce style-là, tu sais ce qu'elle fait dans le film, elle aide les gens. C'est comme des équivalents dans le cinéma américain? Un café comme les Deux Moulins, ça n'existe pas. Donc, ça va être dans un Starbucks. Ça serait un pub. Oui, un pub, ouais. L'intro d'Amélie Poulain existe dans un film américain. Magnolia, c'est littéralement la même intro. Oui. C'était avant 99. 99-2000, Oui, c'est vrai, Magnolia. Jean-Pierre Jeunet a vu Magnolia quand il a fait Amélie Poulain. Peut-être, oui, c'est vrai. Magnolia a quelque chose qui pourrait... Ouais. Bonne question. Ouais. Je m'appelle Sacha Bernier. Je voulais parler de votre dernier épisode sur Toy Story. Je l'ai vraiment aimé, puis je pense que c'est mon préféré de tous vos épisodes. Ce que j'ai aimé, c'est que vous parlez de vous, de toutes vos fails d'attempt à devenir des animateurs, sauf peut-être Garcia un peu, mais quand même. Mais deuxième affaire que je veux parler, c'est que j'ai trouvé ça fascinant, ton top 3 des films qui t'ont fait pleurer, Max. C'est quelque chose, le top 3 de Max. D'après moi, tu devrais peut-être rajouter la scène à la fin d'Armageddon où est-ce que Bruce Willis il meurt, puis il y a la tune d'Aerosmith qui part. Don't wanna close my eyes. Juste pour toi, mon beau Max. Merci, Satch. J'haïs Armageddon. Mais j'aime Ben Affleck qui parle d'Armageddon, par contre. Ah oui, dans le audio commentary, là. Wow. Mais je pense qu'on a reçu énormément de courriers demandant si Max allait bien, quand même. Oui, c'est vrai. Moi, je suis un livre ouvert, les gars. Donc, je crois que c'est tout pour les... Attendez. Non. Oui. Il y a Loulou, notre auditrice qui est en France, qui nous a envoyé une petite question. Elle a même pris le temps d'enregistrer et de nous envoyer. Donc, on écoute ça. Alors voilà, comme vous êtes une sacrée bande de fils de pub, la question que je voulais vous poser concernant le fabuleux destin d'Amélie Poulain est la suivante. Est-ce qu'il y a eu dans la pub un après Amélie Poulain, selon vous ? Est-ce qu'on a eu un courant différent en termes esthétiques, narratifs ou autres après le succès de ce film ? Merci beaucoup et longue vie à LGDP.
Ben, elle a une très belle voix, Loulou. C'est l'épisode parfait pour avoir une voix française vraiment. Comme ça. Ouais. Loulou qu'on embrasse, puis personnellement, ça me manque un peu qu'il soit rentré, elle et toute sa petite famille en France, mais c'est comme ça. Merci de nous écouter, Loulou. Oui. Mais on va répondre à ta question. Oui. Le Nain de Jardin, ça a été une plateforme publicitaire pendant des années. Ouais. Ah ouais? OK. Mais on en a parlé un peu, Loulou, mais effectivement, il y a eu un après Amélie Poulain. Amélie Poulain a mis au monde tellement de mauvaises pubs. Il y a ça a donné malheureusement vraiment une vague de merde de publicitaire désolante. Est-ce que vous êtes coupable d'avoir mis au monde quelque chose Amélie Poulain-like? Non, mais j'ai déjà présenté des choses qui étaient dans la tonalité d'Amélie Poulain, puis ça a été canné, puis tu sais quoi? Heureusement. Thank God. Heureusement. Ouais. Mais les pubs de yogourt se sont régalés. Voilà, donc on vous encourage, comme ça, Laurent ou Loulou maintenant, de nous envoyer des questions. C'est avec grand plaisir qu'on y répond. Puis quand on aura des milliers par épisode, là, peut-être on fera un petit tri, mais là, c'est votre moment de gloire. On aurait peut-être une suggestion rapide en moins d'une minute. Oui. Alors, parlant de Paris et de New York avec Royal Tenenbaums, j'ai redécouvert récemment une série qui date d'il y a une couple d'années qui s'appelle How To with John Wilson, qui est en fait un jeune documentariste qui a juste filmé New York pendant des années avec sa mini DV, sachant pas trop ce qu'il allait faire avec ça. Puis à un moment donné, soudainement, il a juste regroupé ça en thématiques vraiment nichées, weird, drôle, parfois touchant. Montrer des facettes de la ville qu'on ignore totalement. C'est produit par Nathan Fielder, de Nathan For You et de Rehearsal. Il y a 3 courtes saisons sur Crave. C'est vraiment du bonbon. OK. Et toi, Max, t'as quoi? Tu me diras si on en a déjà parlé. Je pense que non. Mais Wonder Man, on en a-tu parlé? Non. Non, OK. Wonder Man, moi, je suis vraiment, pour être quelqu'un qui était vraiment un fan de MCU, je suis vraiment j'ai décroché complètement. Puis j'ai plus d'intérêt à voir ce qui sort de nouveau. Puis Wonder Man est vraiment différent de tout ce qu'ils ont fait. C'est une série? C'est une série. Sur Disney. Sur Disney, puis très campé. Du MCU? Oui. Okay. Mais c'est en fait, c'est l'histoire d'un acteur qui a des super pouvoirs, puis lui, il veut juste être un acteur. Il veut juste être un acteur. Il veut pas ses pouvoirs, il en veut pas, il est cash. Comme il y en a honte, il veut juste être un bon acteur, puis il est pas capable, puis il va d'audition en audition. Puis c'est un acteur de la méthode, en plus. Puis en fait, il perd tous ses jobs parce qu'il est trop intense. Puis fait que c'est vraiment un genre de, on va dire, une caricature d'Hollywood. Puis c'est pas tant une série de super-héros, c'est super bien écrit, c'est super bien fait, le craft est vraiment bon. Mais y a-tu quand même de la bagarre? Un peu. Non, mais c'est pas ça. C'est quoi le nom de l'acteur qui joue... je vais pas le prononcer, je vais le massacrer. Là. Ben, il jouait dans Watchmen, la série de Damon Lindelof. Non, Ben Kingsley. Ben Kingsley? Le plus vieux? Le plus vieux, oui, mais qui a comme 75. Gandhi, là. Oui, Gandhi. Oui. Ou le mandarin, pour parce ceux que qui... il joue le méchant dans je sais plus quel MCU. C'est Iron Man 3, c'est le mandarin. Mais en fait, c'est comme un acteur où ça tourne mal. C'est le même personnage. Et c'est le même personnage. Et puis il joue tellement bien. Non, c'est vraiment, comme Max, moi, je l'ai écouté parce que je crois que dans The Watch, ils ont dit « Hey, ça vaut la peine ». Je me dis « OK ». J'ai fait la même affaire que toi. Voilà, et vraiment, ça vaut la peine. OK. Moi, ma recommandation, elle est facile, mais il y a des gens qui passent à côté pour le moment, comme toi, Alex. Ce soir, The Night of the Seven Kingdoms. Oui, mais ça, je vais le regarder, c'est sûr. Dernier épisode. Ça vient d'une série de courtes nouvelles dans l'univers de Game of Thrones. De Game of Thrones, merci. Court épisode d'entre 25 et 30 minutes pour des questions de budget. Même localisation, donc on ne voyage pas à travers tout Westeros de haut en bas. Pas 25 millions de personnages. On est avec la population. Il y a une joute de médiéval qui a lieu. Il y a un tournoi en fait de joute qui a lieu. Donc il y a tous les chevaliers, toute la royauté qui est réunie au même endroit. Est-ce que tu peux nous raconter toute la série? Non, mais à partir de là, regardez ça. Okay. C'est drôle. C'est vraiment bien foutu. Pour le moment, c'est un sans faute. Je crois que le dernier épisode est à 9 points et quelques sur IMDb. Voilà. Il paraît qu'il y a du caca.
Jusqu'à maintenant, tous les épisodes, dans les 5 premières minutes, il y a quelque chose de scato. Ça me parle. Ouais. Mais le premier, juste pour dire, il démarre sur le générique, la musique de générique de Game of Thrones. Ouais. Et le personnage a une diarrhée, et la diarrhée, elle part en vol. Non! C'est ça. Okay. Ben non, ouais. c'est pas vrai. Oui, absolument. C'est pas vrai. Et ça veut tout dire. Ça. Ouais, c'est parfait. Spoiler! Mais je vous recommande de regarder ça. Sur ça, monsieur, on va se retrouver. Nous, on va réenregistrer rapidement quelque chose ici ensemble, dans ce beau chalet. Et je vous souhaite, à partir de là, une bonne fin d'hiver. Parce qu'il faut fucking froid. Et on se retrouve tout bientôt pour de nouvelles aventures. Peut-être pour donner le goût à nos auditeurs, on peut leur dire c'est quoi l'épisode qu'on va faire. Ah oui, vas-y, fais du tease. C'est un épisode mystère, on l'appelle ainsi. Ouais. Max prépare une section, Garcia une section et moi aussi, mais les autres, on ne sait pas ce que les autres ont fait. Et on va leur garocher ça d'en face à l'enregistrement. Donc, on n'a pas une thématique de film, il n'y a pas de top 3. Ça va être décousu as... OK. Yes. OK, on va découvrir ça, voilà. J'ai bien hâte. Mais voilà, mais si vous êtes arrivé jusqu'à là, c'est que vous avez écouté l'épisode, donc merci beaucoup et à bientôt.